Du 6 au 22 février, tous les regards seront rivés sur les exploits de nos plus grands athlètes. Vivez l'expérience complète des Jeux olympiques d'hiver de Milano-Cortina sur ICITO.tv. Frisson garanti. Nous sommes le mardi 20 janvier. Voici à la une. Bonjour, bon mardi, bienvenue à l'émission, c'est Mathieu Bellumeur au microphone, j'espère que vous allez bien. Je vous rappelle que depuis hier, vous pouvez d'ailleurs nous voir aussi, en plus de nous écouter, si vous syntonisez le réseau de l'information RDI. Nous sommes diffusés entre 5h30 et 6h, tout juste avant le début de l'émission Première Ligne sur le réseau de l'information. Aujourd'hui, à l'émission, ce qui va retenir notre attention et ce qui risque de marquer l'actualité aujourd'hui, c'est évidemment ce sommet à Davos, en Suisse, qui s'ouvre. Le premier ministre canadien, Mark Carney, est sur place. Il doit rencontrer plus tard aujourd'hui Emmanuel Macron, le président français, qui est le président du G7 en ce moment. Donc, une rencontre à venir aujourd'hui. On a su aussi au cours des dernières heures, parce que le président américain Donald Trump a publié sur son réseau social un message privé que lui avait envoyé son homologue français, l'invitant donc à une réunion à Paris jeudi, donc parce que Donald Trump sera au sommet de Davos, donc tant qu'à être en Europe, le président français l'a invité, Donald Trump, et d'autres également membres, évidemment les membres du G7, mais aussi les Ukrainiens, les Danois, les Syriens, les Russes, pour une discussion. Il a écrit aussi, monsieur le président Macron, à Donald Trump, qu'il ne comprenait pas ce que Donald Trump faisait ou voulait avec le Groenland. D'ailleurs, le Groenland sera certainement un élément central des discussions lors de ce sommet du G7. Justin Trudeau est d'ailleurs sur place, lui aussi, à Davos, l'ancien premier ministre canadien, pour y prononcer un discours. Donc, tout ça va retenir notre attention aujourd'hui. Jean-Philippe Robillard sera avec nous un peu plus tard, à l'émission, pour nous en parler, pour faire le portrait de la situation, alors que commence ce sommet aujourd'hui à Davos, en Suisse. Les collaborateurs sont autour de la table. Julie Jasmine, Olivier Pellerin et Véronique Méran. Bonjour à vous trois. Bonjour. Julie Jasmine, on va se retrouver un peu plus tard à l'émission pour les actualités culturelles. Qu'est-ce qui va retenir votre attention ce matin? Je vous parle d'un long format, ce qu'on appelle, nous, dans notre jargon, c'est-à-dire un dossier sur lequel un de nos journalistes s'est penché, qui s'intitule « Aux États-Unis, l'effacement silencieux des livres autochtones ». Alors, il a fait une enquête, il a discuté avec une conseillère en liberté d'expression dans les écoles publiques qui ont réagi au fait que, justement, les livres, soit écrits par des Autochtones par le passé ou dans les ouvrages plus récents, on les retire peu à peu des écoles publiques. Alors, évidemment, quel impact que ça a? J'ai hâte de vous parler de ça. Puis, on va faire le tour aussi de ce qui se passe un peu sur la planète culture. Parfait. On vous retrouve un peu plus tard à la fin de l'émission. À tout de suite, Julie Jasmine. Véronique Méran à la météo. C'est froid ce matin, c'est venteux. Habillez-vous chaudement. Oui, le petit vent qui nous décape le visage. Moins 11 à Montréal, refroidissement éolien, moins 23. Vous allez je dire, le savais. C'est le vent le problème, c'est souvent ça. Mais moins 29 réellement au thermomètre du côté de Val-d'Or ce matin. Alors, quand on se compare, on se console un peu. Mais on va voir le soleil. On verra le soleil, voilà. Donc, quand même une assez belle journée dans l'ensemble. Ciel en mélange, soleil-nuage. Ces vents-là, aussi vifs que ça va diminuer à partir de cet après-midi. Ce sera un peu moins soutenu et ça va tomber au cours de la soirée. Alors, sud-centre du Québec, on y va avec une bonne part de soleil. C'est pas impossible qu'il reste quelques flocons ce matin là, vers secteur de l'Estrie, Québec, mais ça va se dégager un petit peu plus tard. On maintient le mercure autour de moins 9, moins 12 aujourd'hui. Donc, les vents en moins cet après-midi, ce sera un petit peu plus confortable, mais ça reste quand même une journée froide. La nuit prochaine, le mercure reste assez stable et là, demain, ça va remonter un petit peu parce qu'on a plusieurs petits systèmes qui vont se succéder cette semaine, apportant à chaque fois un petit peu de neige. Donc, demain, ce sera le cas. La tendance sera l'ennuagement. Puis en après-midi, les flocons commenceront. Ça va se poursuivre comme ça jusqu'à jeudi. En moyenne, c'est du 2 à 5 cm. Peut-être un petit peu plus par endroit, mais dans l'ensemble, 2 à 5 cm. Alors, les températures vont remonter avec ça. Moins 6, moins 10 degrés pour la journée de demain. Un petit peu plus doux jeudi avant de vraiment plonger pour la fin de semaine parce que c'est en fin de semaine qu'on prévoit des températures avoisinant la barre des moins 30 la nuit. Je ne dis pas qu'on va la toucher, mais quand même, soyez prêts, glacial pour ce qui est du week-end. Avertissement de froid, d'ailleurs, ce matin, du côté de l'Abitibi. On y va avec un ciel variable. Le maximum, c'est moins 21 aujourd'hui. De façon générale, dans l'est du Québec, ce sera assez variable dans l'ensemble. Les flocons, ça cesse ce matin. Le soleil se pointe par la suite. La tendance sera au dégagement. Les températures fléchissent tranquillement. On s'en va autour de moins 15, moins 18 en fin d'après-midi. Ce n'est pas le cas partout ce matin, mais ça va se refroidir en cours de journée.
En territoire ontarien, le froid est déjà bien campé sur la portion nord. Ciel variable vers le centre de l'Ontario aussi. On a eu pas mal de neige. Il y a eu des bourrasques secteur autour des Grands Lacs. Là, il y a encore une possibilité tôt ce matin du côté de Toronto. Mais par la suite, ça va se calmer. Ottawa, ce sera assez variable. On prévoit des flocons en après-midi. Et quand on parle de température, moins 10, moins 13, ce sont les maximums anticipés sur le sud de l'Ontario. Encore un avis de brouillard du côté de Vancouver ce matin, mais quand c'est dissipé, il fait beau. 9 degrés, c'est le maximum. Pas si froid que ça vers Edmonton et Calgary, moins 2 à 2 degrés. On voit quand même le soleil aujourd'hui. C'est beaucoup plus froid cependant. Sur le sud de la Saskatchewan et du Manitoba, moins 11 à moins 18 seulement comme maximum et des températures là, qui sont à près de moins 27 ce matin du côté de Winnipeg. Alors quand même, il y a du froid là, il y a un peu de neige, il y a surtout beaucoup de vent également du côté des prairies. Alors c'est le cas chez nous aussi. Les vents décoiffent ce matin. Rafraîchissent le bout du nez aussi. Mais vous l'avez dit, le positif, c'est qu'on verra le soleil aujourd'hui. Je pensais que vous allez dire, vous décoiffez pas tant, mais le bout du nez, oui. J'aurais pas osé. Oh, vous auriez pu, il n'y a pas de problème. Merci Véronique, bonne journée. Alors Olivier, on va parler ensemble de tennis parce qu'à Melbourne, ça va pas nécessairement si bien pour Leila Fernandez. Enfin, elle aurait certainement aimé une meilleure suite. Son parcours, en fait, s'est arrêté en simple. Une journée à oublier pour elle sur le terrain. Résumons ça comme ça avec une défaite dès le premier tour contre l'Indonésienne Janice Chen en 2 manches de 6-2, 7-6. Leilani Fernandez a cherché ses sensations sur le terrain. Malheureusement, au bout d'1 h 45 de jeu, elle n'a pas réussi à trouver justement ce jeu qui aurait pu lui permettre de passer le premier tour. Je vais déjà vous inviter à écouter ses commentaires parce que c'est assez clair. Ça a été une journée difficile, mentalement et physiquement, on l'écoute. C'était pas une belle journée. C'était pas un beau match de ma part. Honnêtement, j'ai aucune idée quoi dire. De mon niveau, c'était quand même pénible, alors je me sens quand même mal aux gens qui sont venus à me regarder. Janice, elle a très bien joué. Comme, je vais pas lui enlever de sa victoire. Elle a fait tout ce qu'elle avait besoin pour passer à la deuxième ronde, puis moi, malheureusement, non. C'est ça. Oh, on la sent très déçue. Très déçue de s'excuser aux gens qui étaient présents dans la foule. Ça, c'est dire à quel point elle a trouvé le match très difficile et à quel point le jeu ne lui plaisait pas, du moins son jeu ne lui plaisait pas. Donc, sortie hâtive pour Leilani Fernandez, qui elle aussi avait de grandes ambitions, a connu une bonne année la saison dernière, souvenez-vous, avec entre autres cette victoire à Washington. Et donc, comme ça, une autre Canadienne qui quitte le navire dès le premier tour. Donc, il en reste 2 au deuxième tour des tableaux en simple chez les hommes comme chez les femmes. Chez les hommes, Denis Shapovalov. Chez les femmes, Victoria Mboko, qui sera d'ailleurs en action plus tard ce soir vers 20h30 environ contre l'Américaine Catherine McNally. Mais donc, oui, dur passage pour les Canadiens. Félix Auger-Aliassime et Marina Stausic, rappelons-le, c'était forfait pour crampe, donc on a eu de la difficulté un peu avec la température. Mais là, c'est complètement autre chose. Dans le cas de Fernandez, c'est simplement son jeu là, qui a failli dans ce premier tour. Le Canadien de Montréal reprend le collier ce soir au Centre Bell. Oui. De retour à la maison. Contre le Wild du Minnesota, une équipe dangereuse qui n'a fait qu'une bouchée hier des Maple Leafs de Toronto, il faut le dire. Donc, 2 matchs en 2 soirs pour le Wild. Mais ça s'est terminé 6-3 hier contre les Maple Leafs. Ils étaient partout sur la patinoire, donc peut-être seront-ils inspirés par cette très bonne performance contre les Maple Leafs. Et là, ils arrivent au Centre Bell contre une équipe du Canadien de Montréal qui aura des décisions à prendre parce que Kirby Dach, qui était sur la touche depuis le 15 novembre dernier en raison d'une fracture au pied droit, devrait être de retour dans la formation aujourd'hui. Il s'est entraîné hier avec Nick Suzuki et Cole Caulfield, donc pourrait avoir donc des répétitions sur le premier trio dès le match ce soir. Et ça, ça force un certain jeu de chaise, une certaine fragilité aussi pour des joueurs du Canadien de Montréal qui devront peut-être passer leur tour. Ça a été le cas de Samuel Blais contre les Sénateurs d'Ottawa le week-end dernier. Une situation qui n'est peut-être pas idéale, mais pour le Québécois, il sera présent si l'entraîneur-chef a besoin de lui, on l'écoute. Oui, c'est sûr que c'est stressant, mais on n'a pas vraiment le contrôle là-dessus. Je pense que les games que j'ai joués, ça a bien été. Puis il y a beaucoup de bons joueurs ici. Puis les retours des blessés, c'est sûr que c'est moi qui a sorti, mais il faut que je reste positif. Puis il faut que je sois un bon coéquipier. Puis quand je vais avoir la chance de retourner dans l'alignement, mais ça va être à moi de faire la job encore. Et on tourne le regard certainement contre ces joueurs de soutien, du côté des joueurs de soutien qui pourraient effectivement passer leur tour, ou sinon des joueurs qui devraient peut-être produire davantage et qui ne le font pas. Zachary Bolduc a fait des allers-retours, premier, troisième, beaucoup bougé dans l'alignement du Canadien. Et là, lui aussi pourrait peut-être être affecté. Le voici. Je pense que je gère bien la situation. Je pense que ça veut juste sortir le meilleur de chacun ici. Comme je l'ai dit, pour ma part, c'est vraiment, je veux focusser sur moi-même. Je veux mettre l'emphase sur ma façon de jouer. C'est ce qui est important au bout du compte, c'est les victoires de l'équipe. Donc, c'est vraiment sur ça que je mets mon focus. Là.
Donc, le match est à 19h ce soir. Le Canadien qui s'accroche au 3e rang de la division Atlantique. Et pour le Wild du Minnesota, 2e dans l'Ouest, 3e de la Ligue. Ce sera tout un match ce soir. Merci beaucoup. Bon match. Plaisir. Merci. Salut, bonne journée. Allons-y avec la revue de presse à la une des différents quotidiens ce matin. Je vais commencer par le Globe and Mail. Ça risque de faire réagir au cours de la journée d'aujourd'hui. Le Globe and Mail nous apprend ce matin que l'armée canadienne modélise la réponse canadienne à une invasion américaine hypothétique, tout en soulignant d'entrée de jeu que les scénarios demeurent conceptuels. Les responsables et les experts soulignent qu'une opération américaine est improbable au Canada, mais quand même, on comprend dans cet article du Globe and Mail qui a été réalisé à l'aide évidemment de sources anonymes que les forces armées canadiennes ont modélisé une intervention militaire hypothétique des États-Unis au Canada et la réponse possible du pays, laquelle inclurait des tactiques similaires employées à celles contre la Russie puis contre les forces dirigées par les États-Unis en Afghanistan. On croit qu'il s'agit, selon le Globe and Mail, de la première fois, en fait, depuis un siècle, que les forces armées canadiennes élaborent un modèle d'attaque américaine contre notre pays. Les responsables et de nombreux experts affirment donc que c'est très peu probable que l'administration Trump ordonne une invasion du Canada. Les responsables gouvernementaux qui indiquent également que les planificateurs militaires modélisent une invasion américaine en provenance du Sud, en prévoyant que les forces américaines pourraient s'emparer de positions stratégiques du Canada sur terre et sur mer en l'espace d'une semaine, voire aussi rapidement que 2 jours. Donc, article à lire et ça risque de marquer l'actualité, ça, ce matin ou au cours de la journée dans le Globe and Mail. On parle un peu partout aussi dans les quotidiens de cette première année du 2e mandat Trump. La presse écrit « Un an de Trump 2.0 », c'est devenu ça, les États-Unis, et on compare entre autres les 2 mandats, sécurité, puissance, prospérité. Les thèmes de Donald Trump ont, dit-on, peu changé, mais le ton et les actions se sont renforcés. Comment donc comparer ces 2 années? Vous aurez ça dans la presse de ce matin. Donc, on compare Trump, si vous voulez, 1 à Trump 2.0. Et il est aussi question, et on en parle beaucoup lorsqu'on parle des jeunes, mais qu'en est-il des écrans chez les adultes? Il y a un article dans la presse ce matin qui nous dit « Captivés par leurs écrans », en fait, près du quart des adultes montréalais, c'est la population qui a été étudiée, passent plus de 4 heures par jour devant leurs écrans. Et ça, c'est pas du temps de travail, c'est pour du temps libre. En 2025, presque le quart des adultes montréalais ont passé plus de 4 heures devant leurs écrans pour les loisirs. C'est plus marqué chez les jeunes de 18 à 24 ans, mais aussi chez les 65 ans et plus, et chez les personnes seules et à faible revenu. Résultat résumé de cette étude, donc, dans la presse de ce matin. Sinon, du côté du journal de Le Devoir, il est question de la DPJ, des DPJ, Direction de la protection de la jeunesse au Québec, qui exige un parent à temps plein à la maison pour qu'il y ait adoption. C'est une pratique qui est justifiée par les divers établissements par un besoin de stabilité. On justifie aussi cette demande par un manque de place en CPE. C'est dénoncé par les fédérations des familles d'accueil du Québec que donc des DPJ régionales exigent un des parents à la maison à temps plein pour s'occuper d'un enfant de moins de 5 ans. Une condition qui ne fait pas partie de ce que le ministère demande, mais dans certaines directions de la protection de la jeunesse, c'est une exigence. Donc, à lire dans Le Devoir de ce matin. En une du Journal de Montréal, on nous raconte l'histoire d'un pompier qui a floué un aîné. C'est donc un pompier qui est aussi courtier immobilier, qui se fait appeler le pompier riche et qui a tenté de vendre pour presque rien la maison d'un aîné qui est très vulnérable à son partenaire d'affaires afin de lui permettre de faire un flip, vous savez, lorsqu'on rénove et qu'on revend rapidement, et donc d'empocher un gros profit. En une du Journal de Québec, on parle de la saison de ski au Massif qui est annulée. La montagne va fermer pour la saison alors que les syndiqués en grève ont rejeté la dernière offre de règlement. C'est un coup dur pour l'économie dans le secteur, évidemment, que cette fermeture du Massif, donc dans la région de Charlevoix. Et voilà, entre autres, ce qui retient l'attention des différents quotidiens ce matin à la une.
Jean-Philippe Robillard se joint maintenant à nous. Bonjour Jean-Philippe. Bonjour Mathieu. On va parler de Davos, donc ce sommet en Suisse. Les dirigeants de la planète arrivent sur place, un forum économique mondial. Évidemment, toute la question de l'annexion du Groenland par les États-Unis, ce sera au cœur des discussions. Pas de doute là-dedans. Le président américain Donald Trump impose son ordre du jour. Mark Carney, d'ailleurs, a beaucoup de pain sur la planche des rencontres prévues aujourd'hui. Oui, effectivement, Mathieu, parce qu'il veut rencontrer des dirigeants un peu partout dans le monde, mais il veut aussi rencontrer des chefs d'entreprise, parce qu'au-delà des enjeux diplomatiques, là, des tensions qu'il y a entre Washington et les pays européens, ce que veut le premier ministre canadien en allant à Davos, en allant à ce forum-là, c'est parler d'économie, stimuler les investissements, attirer des investisseurs ici au Canada, alors qu'on sait que les relations, elles sont tendues avec les États-Unis. Alors le Canada, donc, qui cherche de nouveaux marchés d'exportation, qui cherche aussi de nouveaux partenaires commerciaux. On écoute le ministre fédéral des Finances, François-Philippe Champagne, qui est sur place, et ma collègue Laurence Martin l'a rencontré. Je vous dirais que la grande question ici à Davos, je pense, c'est la question de l'incertitude. Et comme le Canada avait la présidence du G7, on s'est assuré de dire que l'incertitude ne peut pas devenir de la nouvelle certitude. Le Canada se distingue. La stabilité, prévisibilité, primauté du droit, c'est quelque chose que les gens recherchent et que le Canada peut offrir. Bon, évidemment, il sera question de commerce, d'économie, mais Mark Carney n'échappera certainement pas à cette question du Groenland, là, cette idée d'annexion par les États-Unis. Ben non, c'est clair, parce que cet après-midi, le premier ministre Carney doit rencontrer le président français Emmanuel Macron, et les deux hommes vont sans aucun doute, là, Mathieu, aborder cette question donc de l'annexion du Groenland par les États-Unis, alors que le Canada, on le sait, je vous en parlais hier, évalue la possibilité d'envoyer un petit contingent, là, des soldats canadiens là-bas pour appuyer les forces européennes qui sont déjà sur place. On écoute à nouveau le ministre canadien des Finances. Le Canada a pris une décision de principe qui a été réitérée par le premier ministre. Évidemment, le futur du Groenland appartient aux citoyens du Groenland et au Danemark. Pour ce qui est du Canada, le premier ministre s'est exprimé sur ce que nous allions faire, notre position de principe par rapport à l'intégrité territoriale du Groenland. Alors peut-être qu'aujourd'hui, le premier ministre Carney va en dire davantage à la suite de sa rencontre avec Emmanuel Macron. Il n'est pas prévu pour l'instant que Mark Carney rencontre Donald Trump, qui doit arriver demain à Davos, mais les choses pourraient changer parce qu'il y a Donald Trump tantôt qui annonçait qu'il était pour avoir en marge de ce forum-là à Davos, donc une grande rencontre sur la question du Groenland. Et en coulisses, on le sait, on en a parlé, là, donc il y a les pays européens qui préparent une riposte si jamais le gouvernement américain décidait d'annexer le Groenland, ou encore si l'administration Trump décide d'imposer des tarifs douaniers supplémentaires. Là. Encore une fois, l'ordre du jour à Davos qui sera totalement changé par, évidemment, cette histoire du Groenland. On va suivre ça. Merci beaucoup, Jean-Philippe. Merci, au revoir. Bonne journée. Julie-Jasmine Boudreau est de retour en studio avec nous. Julie-Jasmine, vous nous parliez des livres autochtones qui disparaissent progressivement d'écoles américaines. Oui, c'est ça. C'est un dossier de notre collègue Ismaël Oudassine que vous allez retrouver dans notre section art, ce qu'on appelle un long format. Le titre aux États-Unis, l'effacement silencieux des livres autochtones. Donc, ce qu'on met en lumière, c'est qu'on a des avancées, par exemple, dans le discours public sur la reconnaissance, bien sûr, des peuples autochtones, mais que dans les écoles publiques américaines, ça se passe autrement, c'est-à-dire que des allées, ils disparaissent progressivement. On parle de littérature en tout genre, Mathieu, donc biographie, romans, albums jeunesse aussi. On dit que les anciens sont mis dans des entrepôts et que les plus récents ne sont tout simplement pas achetés. Puis, c'est intéressant parce que depuis 2021, des 23 000 livres bannis, on a vraiment une proportion croissante des ouvrages autochtones. Et c'est la conseillère principale de PEN America, qui est une organisation pour la défense de la liberté d'expression de la littérature, dit ce qu'on va donner ou évoquer comme raison, ce sont des procédures administratives, des fois une révision ou la protection des élèves. Alors, et ça, l'enjeu, c'est que ça empêche les enfants d'accéder, bien sûr, à des récits qui vont raconter, par exemple, la colonisation, le racisme, la survie
survivance des peuples autochtones. Donc, évidemment que ça a une valeur éducative. Puis qu'il n'y a pas que les livres autochtones qui sont ciblés par ça. Par exemple, dans l'année scolaire 2023-2024, 36 % des titres interdits mettaient en scène des personnages racisés ou des personnages de couleur. Alors, évidemment, et ça s'inscrit dans une vague de bannissement des livres dans les écoles. On a déjà entendu ce dossier-là, que ce soit en Floride, avec les communautés LGBTQ+, mais que le résultat, au final, et c'est ce qu'elle explique bien, là, cette dame-là, dans l'article de notre collègue, c'est qu'en fait, c'est qu'on est en train de se disputer sur qu'est-ce que ça signifie être un Américain, un vrai Américain, aujourd'hui, en 2026. Ouais, c'est troublant, mais ça se passe dans les écoles, effectivement, publiques américaines. Oui. On va complètement changer de registre pour parler de Zootopia 2. Ça, c'est un film de la franchise Disney qui est devenu le film d'animation américain le plus lucratif de tous les temps. C'est pas rien. Oui, on parle de plus de 2,3 milliards de dollars canadiens au box-office. Alors ça, c'est plus de 20 millions que son plus récent rival, si vous voulez. C'était Sans dessus dessous 2, qui était sorti en 2024. Alors, Zootopia 2 devient le 9e film le plus rentable de toute l'histoire du box-office mondial. Puis là, on parle de tout genre confondu. Donc, derrière Avatar, derrière Titanic, derrière Star Wars. Et à quand sur les plateformes? Je ne sais pas si vous l'avez vu. Moi, je l'ai vu, ça a sorti pendant le fameux Thanksgiving américain. Mais c'est pas tito parce que ça fait juste 2 mois qu'il est en salle. Et comme la petite caisse résonne, ce serait étonnant qu'on l'enlève, effectivement. Et en rafale, hier, on a appris le décès du styliste et couturier Valentino, 93 ans, une des sommités dans le milieu de la mode. Les réactions, bien sûr, n'ont pas tardé. Lui, c'était l'ami des vedettes. Énormément. Il y avait des liens privilégiés là, avec, entre autres, des Anna Tawai de ce monde, Monica Bellucci ou Kim Kardashian. Puis Cindy Crawford, évidemment, a dit hier que c'était un véritable maître de son art, qu'elle lui exprimait vraiment toute sa reconnaissance, sa gratitude. Et Gwyneth Paltrow a dit ce qu'elle aimait de lui, c'était son petit côté espiègle, qu'il la harcelait toujours pour qu'elle porte même un peu de mascara, juste si c'était pour aller prendre un café ou un dîner. Oui. Alors, et juste pour vous dire qu'en Italie, le maire de Rome avait déjà dit ceci, qu'il y avait le pape et Valentino tout juste après. Alors, vous dire à quel point, bien sûr, le monde, évidemment, de la mode est en deuil après qu'on ait su le décès de Valentino, ce grand couturier à 93 ans. Parlons un peu de musique. C'est Green Day qui va ouvrir les festivités du Super Bowl. C'est dans à peu près 2 semaines. Oui, c'est le 8 février. C'est à Santa Clara, bien sûr, aux États-Unis. Et on a appris ça durant les dernières heures. Il y aura Charlie Puth qui va faire l'hymne national, Brandi Carlile qui va chanter America the Beautiful. Puis la mi-temps, bien sûr, à moins d'être sur une roche, vous le savez déjà que c'est Bad Bunny. Cette semaine, il y avait le Contact Ontarois, qui est un grand rassemblement de la culture francophone au pays. Oui, exactement. En fait, c'est le point de rencontre pour notamment les talents d'ici au pays francophone, en plus de ceux de l'Ontario francophone, mais des professionnels de la culture. Alors, c'est l'équivalent d'un marché, si vous voulez voir qu'est-ce qui se passe sur la scène, qu'est-ce qu'on peut choisir comme spectacle. Et oui, il y a des spectacles pour le public aussi. Et on remet des prix également. Et 4 prix ont été remis à l'artiste Zal Sek. Alors, c'est un Sénégalais. Il chante en wolof, en français, en anglais et a été, dans le fond, de souligner la qualité de son excellence artistique. Et ça lui donne un laissez-passer au Festival international de la chanson de Granby cet été. Bravo à lui. Oui. Julie-Jasmine Boudreau, merci beaucoup. Bonne journée. On va se laisser sur sa musique aujourd'hui. Voilà pour cette édition d'À la Une. Vos équipes du matin prennent le relais. Bonne journée. Je suis correspondant aux États-Unis depuis le mois d'août. Imaginez le tourbillon. Et ce n'est qu'un début. Je vous invite à voir les événements à travers mes yeux. Louis Blouin aux États-Unis de Trump, en exclusivité sur Radio-Canada Audio.